amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous allons faire une belle découverte. Nous allons beaucoup voyager. Nous allons nous retrouver dans les Carpates. Et j'invite à ce titre Michèle Mazel, à qui je dis avant tout bonjour Michèle. Bonjour, bonjour. Michèle Mazel, qui est épouse de diplomate, diplômée elle-même de Sciences Po, qui a écrit plusieurs livres. Alors, certains vont passer dans une prochaine émission, car il y en a un auquel je tiens particulièrement, c'est La Maison du Pacha, qui retrace les années que la famille Mazel a passées en Égypte. Mais là, aujourd'hui, nous sommes en Europe de l'Est, nous sommes en Hongrie. Nous allons démarrer avec le premier des romans, puisque le deuxième est un petit peu la suite. Je veux parler du médecin des Carpates. Et avant tout, Michèle. Alors, le médecin des Carpates. Démarrer avec les Carpates. Voilà. Alors, justement, les médecins des Carpates, c'est un livre qui a une histoire assez intéressante parce que j'avais écrit d'autres livres, comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler, qui étaient surtout des livres qui se passaient au Moyen-Orient, avec sur l'arrière-plan de ce qui se passe en Israël et chez nos charmants voisins, donc la prostituée de Jéricho, le Kabyle de Jérusalem, le Cher de Révron, des histoires ancrées dans le présent de ce qui se passe autour de chez nous. Aussi ce livre de souvenirs sur l'Égypte auquel je me suis beaucoup attachée. Mais à un moment donné, je me suis posé des questions parce que d'abord j'ai des petits-enfants au sujet de mes parents à moi. Alors mes parents à moi, surtout les parents de ma mère qui étaient originaires de Hongrie, je les ai malheureusement pas connus puisque comme la plupart des Juifs de Hongrie, vous savez comment ils ont terminé leur existence. Mais je m'étais posé la question de savoir pourquoi mon grand-père, qui tenait un magasin de produits exotiques, avait envoyé ses 3 enfants faire des études en France. C'était quand même quelque chose d'assez étonnant. Et il l'a fait en 1933. Et donc, je me suis dit, pourquoi? Et j'ai commencé à faire une recherche. Et au fur et à mesure de cette recherche, j'ai découvert un monde qui m'était inconnu, donc le monde de la Transylvanie d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai fait deux années de recherche pour essayer de reconstituer, en essayant de parler avec ce qui restait de la famille. Il ne restait plus personne qui avait le moindre souvenir de ce qui s'était passé. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit que j'ai eu envie de faire revivre le cadre dans lequel mes grands-parents, que je n'ai pas connus, avaient vécu, et essayer de voir comment la petite ville dont il était originaire, Oradea on l'appelle aujourd'hui, avant c'était en hongrois Nagyvarad, comment dans cette petite ville où il y avait de 30 à 40% de juifs, avait laissé partir ces juifs, avait abandonné ces juifs, comment une ville civilisée, si vous voulez, s'était détournée de tout un monde de médecins. Et donc, à partir de ce cadre, j'ai fait évoluer une famille imaginaire qui n'a rien à voir avec la mienne. Je dois dire tout de suite, pour ceux qui ont lu le livre, que ma grand-mère, comme je dis, que je n'ai pas connue, était une femme charmante et n'a rien à voir avec l'un des personnages du livre. Et donc j'ai voulu, à travers ce livre, tout en racontant une belle histoire, l'amour, la trahison, tout ce que vous pouvez imaginer, essayer de montrer comment avaient pu vivre les Juifs dans cette Transylvanie de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, et comment tous ces événements s'étaient embriqués pour arriver à un résultat catastrophique qu'apparemment personne n'avait vu venir. Et un petit détail qui est assez curieux, j'ai lu, comme tout le monde, je pense, ou bien à un moment donné, j'ai lu Le Juif errant est arrivé, un livre d'Albert Londres. Albert Londres, qui était un journaliste, ce qu'on appellerait aujourd'hui d'investigation, et qui avait été envoyé en 1929 par son journal Le Petit Parisien, essayer d'aller voir ce qui se passait dans ce qu'on n'appelait pas encore l'Europe de l'Est. Et en particulier, ce qui se passait avec les Juifs. Alors, Albert Londres n'était pas juif, et avant de partir faire son enquête, il est allé à Londres. Vous me direz pourquoi à Londres quand vous voulez aller en Pologne, en Russie et en Hongrie. Eh bien, il est allé à Whitechapel, le grand quartier juif de Londres. Il a pris avec lui 3 juifs qui parlaient 8 langues entre eux,
Et le voilà parti, donc dans tous ces pays. Et dans l'un des pays où il est arrivé, c'était justement la Hongrie. Et il est arrivé à Oradea, et il raconte qu'en 1927, il y a eu un pogrom à Oradea. Je l'ignorais totalement. Je l'ignorais totalement, et je dois dire que beaucoup de gens aussi, car parce que ça n'a pas été un pogrom, ce qu'on appelle très cyniquement sanglant, ça n'a pas fait beaucoup de victimes, ça fait énormément de dégâts. Mais bon. Et je me suis dit, dans le fond, si c'était ce pogrom de 1927 qui avait déclenché chez mon grand-père la volonté d'envoyer ses enfants faire des études en France pour éventuellement qu'ils soient saufs. Ils étaient à l'époque. Et donc, c'est ce que j'ai fait déclencher cette histoire pour mon héros. Et je l'ai fait envoyer ses enfants en France étudier à partir de ce que. Donc, vous voyez un petit peu comment Tout à fait. Alors, Michel Mazel, je rappelle que ces 2 livres ont été publiés aux éditions Vérone. Et nous allons camper un peu vos personnages, car la trame va se faire tout autour de Julius Matthias. Matthias, qui tient son nom, suggéré par la tante Donna. Tout à fait. L'histoire démarre avec Aaron et Gitte. Voilà. Et c'est Julius que j'ai voulu choisir comme un héros tout intéressant parce qu'il est grand, et parce qu'il est blond, parce que, comme on dit, il ne fait pas juif, et je le fais grandir entre la culture de sa tante et celle de son père. Alors, son père, c'est un Mélamed, il a un petit Talmud Torah extrêmement, et c'est une famille extrêmement pauvre, et sa tante, c'est une fille de bonne famille juive, qui a fauté, il faut dire ce qu'elle est, avec un paysan hongrois. Et ayant fauté avec un paysan hongrois, il a eu, si j'ose dire, de la chance. Son paysan l'a épousée, mais évidemment, la famille l'a rejetée. Ils ont Yashvu Shiva, et elle a été rayée du livre de la Bible familiale. Seulement, le père Aaron a épousé sa sœur. Pourquoi il a épousé sa sœur? Parce qu'elle était restée orpheline à la mort de ses parents, et personne n'avait envie de cette pauvre orpheline qui n'avait non seulement pas de douaire, qui n'avait pas d'argent, mais en plus dont la sœur était considérée comme quelque chose, enfin vraiment peu désirable à fréquenter. Seulement, elle meurt en donnant naissance à notre Julius. Et la sœur maudite va venir s'occuper des enfants, de ces 2 petits. Enfin, toute une série de péripéties, parce que. Aaron va l'épouser parce que, étant un Mélamed, il ne peut quand même pas avoir une personne comme ça s'occuper de ses enfants. Et donc, notre Julius et sa sœur vont être dans la journée, si vous voulez, chez Aaron, comme de bons petits gosses qui vont étudier la Torah, etc. Mais dans les fins de semaine, etc., ils iront dans la famille de Donna, et ils découvriront un monde tout à fait différent où on mange tout et n'importe quoi, et il n'y a aucune restriction, etc. Et cette dualité va faire de Julius quelqu'un qui est un peu à la dérive, parce que le vendredi soir chez son père, il sait très bien qui il est, mais dans la semaine, quand il est chez son frère de lait Sandor, il est une autre personnalité. Donc, et il n'est pas religieux. Il n'est pas religieux, ce qui d'ailleurs, c'est assez curieux, parce que ce livre a été lu par des amis qui sont religieux, eux, et qui sont d'origine hongroise, et qui étaient scandalisés que je puisse parler ainsi d'une famille. Et pourtant, il y en a eu. Il y avait même, toutefois, Michel Mazel, vous le ramenez à la pratique et à l'étude juive, mais on ne va pas rentrer dans le détail du roman, parce que j'invite vraiment les auditeurs à lire ces 2 romans, qui peuvent se lire séparément, en tout cas le premier surtout, parce qu'on comprend mieux le deuxième si on a lu le premier. Et Julius, qui est très tenté par les études de médecine, mais qui n'en a pas les moyens financiers, va épouser, sur le conseil de sa tante Donna, la fille du pharmacien, qui était une amie de sa sœur Annie. Absolument. C'est assez
c'est un de ces mariages arrangés qui d'ailleurs existe de tout temps et aujourd'hui encore. Julius, qui est extrêmement doué, qui est le premier de sa classe, qui parle plusieurs langues, lorsqu'il passe l'équivalent du baccalauréat, il se rend compte qu'il n'a aucun débouché devant lui. Il peut aller à un séminaire rabbinique, mais ça ne tente pas vraiment, ou bien aller s'engager dans l'armée hongroise, ce qui n'est pas non plus une solution. Et donc sa tante lui dit, écoute, il y a bien cette possibilité, il y a la fille du pharmacien, elle est pas très belle, elle n'a pas un caractère, mais elle t'aime et elle est prête à convaincre ses parents de... Et elle est plus âgée que lui. Hein? Elle est plus âgée que lui. Oui, elle a 7 ans de plus que lui, elle est veuve. Et Julius dit, pour devenir médecin, je suis prêt à faire un pacte avec le diable. Et d'ailleurs, le livre va revenir sur ce thème, de voir que Julius, qui a donné sa parole au père de Magda, le nom de sa femme, Magda, le père lui a dit, écoute, tu vas épouser ma fille, tu auras tes études de médecine, mais tu vas jurer sur la Bible que jamais tu n'abandonneras ma fille. Et il ne l'abandonnera jamais, bien qu'elle lui fasse vraiment, vraiment les pires des misères. C'est un personnage horrible. Un personnage très dur, très dur. J'essaie d'expliquer un petit peu que, au fond, elle a aussi souffert bon, mais je ne veux pas tout révéler parce que c'est une des clés du livre. Mais c'est une femme aigrie, c'est une femme qui ne sait pas profiter parce qu'enfin, le sort lui a donné une deuxième chance. Elle a un mari qui est jeune, qui est beau, qui est intelligent, qui est prêt à l'aimer, et elle va avoir de beaux enfants. Et pourtant, elle va s'enfermer dans sa rancœur et elle va chercher à lui faire du mal, et elle lui fait du mal pratiquement, je peux le dire, jusqu'au-delà de la tombe. Mais quand même, notre Julius, donc il va rester fidèle à sa femme, mais ça ne va pas l'empêcher à un certain moment de regarder ailleurs. Et pourquoi est-ce qu'il va regarder ailleurs? Parce qu'on ne peut pas demander à un jeune homme dont la femme ferme la porte de la chambre à coucher de rester célibataire à vie. Et donc il va rencontrer des femmes, il va rencontrer une comtesse séduisante qui fait des... Il va d'ailleurs aider la fille de Julius. Comment? D'ailleurs, Christine va aider la fille de Julius, Elisabeth. Mais ça, on va la retrouver dans le deuxième roman. Et il va rencontrer aussi une charmante jeune femme qu'il connaissait depuis toujours, mais qu'il avait perdu de vue, avec laquelle il va connaître un très bref amour, parce que les circonstances ne le permettent pas, et tout ça sur le fond de la guerre de 14 qui va éclater, qui va tout bouleverser, qui va faire que lui, il a grandi en Hongrie, mais il va se retrouver, après la guerre, après les traités, la Transylvanie est cédée à la Roumanie, il va donc s'habituer, et vous voyez aussi le sort de sa sœur aînée, qui elle a eu de la chance à épouser le fils d'un riche banquier, et elle va avoir un autre destin parce que son mari va prendre la décision au bon moment de partir aux États-Unis, s'établir et ne pas de rester dans un pays qui est au bord du gouffre. Dans un premier temps, Michel Mazel, il envoie sa famille en Suisse. Alors là, la famille en Suisse sont magnifiques. Voilà. Alors non, en 14, quand la guerre commence, bien sûr, il a déjà compris, Mani, le mari d'Annie, sa fille, a déjà compris qu'il n'y a pas vraiment d'espoir pour les Juifs, mais dans un premier temps, il veut envoyer sa femme en sécurité en Suisse, parce qu'en fait, il fait très bien, parce que la Hongrie va connaître des horreurs. Je sais pas, on a un petit peu oublié tout ce qu'il y a pu avoir comme sauvagerie en Hongrie et contre les Juifs, c'est quelque chose d'épouvantable. Et donc, si vous voulez, vous allez avoir une histoire qui se passe à Vienne, en Autriche, qui se passe à Oradea, qui se passe à Budapest, et cette histoire se déroule au rythme aussi des événements de la guerre de 14, de l'antisémitisme qui devient de plus en plus virulent, avec des petites touches qui montrent cet antisémitisme au quotidien. Et à un moment donné, quand Julius en parle à sa femme le regarde comme s'il était fou, en disant que le monde soit antisémite, c'est quelque chose qui fait pas. Mais quand même, dans ce monde antisémite et fou, Julius va aussi rencontrer un prêtre catholique, un Italien, et une amitié tout à fait extraordinaire va se lier entre eux, qui va d'ailleurs se poursuivre au-delà de ce livre. Donc, si vous voulez, c'est une histoire passionnante, mais une histoire tout à fait profondément ancrée dans une réalité,
dans un monde qui est en train de disparaître, mais qui, comme je le dis, qui ne le sait pas, dans un monde où, par exemple, vous avez quand même les premiers Roumains qui vont quitter, les Juifs roumains qui vont commencer à quitter la Roumanie, venir s'installer en Israël. Vous savez que les premiers Roumains se sont établis en Israël vers la fin du 19e siècle, parce qu'ils avaient compris, l'étendue, la force de l'antisémitisme de ce pays. Vous avez, je ne sais pas si vous savez, le poète national roumain, Eminescu, qui a écrit le jour où il y aura de l'herbe dans le ciel et des étoiles sur terre, à ce moment-là, un juif pourra être roumain, si vous voulez. Alors, si vous voulez, à travers une histoire que j'espère passionnante, j'ai aussi voulu remettre, parce que moi, en grandissant, quand on me parlait des 6 millions, je n'aime pas le terme 6 millions. Ce n'est pas 6 millions, c'est des gens. C'est des parents de Julius, c'est les parents ce sont des individus tout à fait ordinaires, intégrés dans le pays, des médecins, des architectes, des pharmaciens, tout ce que vous voulez, des petites gens qui vivaient tranquillement. C'était des gens qui étaient ancrés dans le pays où ils vivaient. Et ce n'était pas 6 millions, un chiffre et donc, si vous voulez, j'ai fait un petit... Alors, ça avait commencé comme un devoir de mémoire, et puis après, les personnages se sont emparés de moi. On le sent très bien. Et vraiment, j'écrivais. Et c'est ce qui explique, si je fais un petit saut, pourquoi il y a eu ce deuxième livre qui n'était pas prévu, puisque j'avais voulu faire donc devoir de mémoire ou ce que vous voulez. Mais j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit, mais alors, qu'est-ce qui est arrivé? On veut savoir, les enfants, oui, etc. Parce que Michel Mazel, je tiens à rappeler aux auditeurs que le premier livre se termine en fait en quelque sorte. Julius envoie 2 de ses enfants, parce que malheureusement l'aîné est décédé à l'âge de 5 ans, mais il envoie ses 2 enfants, André et Elisabeth, faire des études à Paris, où ils sont accueillis par un couple d'amis, Théo et Zaza, mais on va en parler puisqu'on va démarrer avec le deuxième livre. Et le livre se termine en fait, Julius assiste un petit peu comme un théâtre malheureux à la mort, à la disparition de Magda, puisqu'ils étaient appelés à être déportés, et donc ils descendent avec leur manteau, uniquement sur le dos. Il se rappelle qu'il n'a pas laissé l'adresse de ses enfants à Paris aux voisins. Il remonte, et pendant ce temps, on assiste en quelque sorte à la mort de Magda en direct. Et le livre se termine ainsi, puisque nous allons maintenant... Oui. Mais je précise quand même un détail qui est quand même le prologue. Dans le prologue, on sait que Julius va s'en sortir. Je sais très important parce que j'ai des amis qui m'ont dit je ne veux pas lire encore un livre sur l'Holocauste, etc. Et j'ai fait exprès dans le prologue de montrer que Julius s'en sort et que donc, si vous voulez, toute l'histoire se dit mais on sait au début, on sait que Julius va s'en sortir. On ne sait pas ce qui va arriver à sa femme, on ne sait pas ce qui va arriver à ses enfants, mais seulement c'est pour que les gens qui commencent à lire le livre ne sachent que c'est un livre qui est finalement un livre qui a un peu d'espoir dans ce livre. Et d'ailleurs, c'est ainsi que j'ai continué avec Les Chemins de l'Espérance, parce que Les Chemins de l'Espérance, c'est effectivement pour raconter la suite. Ce qui est la grosse différence entre Les Chemins d'Espérance et Le Médecin des Carpates, c'est que donc dans Le Médecin des Carpates, j'ai dû faire 2 années de recherche pour évoquer un monde que mes lecteurs ne connaissent pas. Les gens qui lisent vont découvrir à travers moi Oradia, la Transylvanie, les tragédies, tout ce qui s'est passé. Mais lorsque j'arrive dans Les Chemins de l'Espérance, qui donc s'ouvre à Genève en septembre 1944, je vais arriver sur un terrain que mes lecteurs francophones, français, connaissent bien. La France de l'occupation, la France de la libération. Donc, si vous voulez, c'était assez compliqué parce que j'allais maintenant faire évoluer mes héros dans des limites très strictes et des limites où je savais que si je faisais un faux pas, on allait me dire mais c'est pas possible, mais c'est comme ça. Et c'était intéressant. Et là encore, ce que j'ai voulu vous montrer, donc c'est l'histoire de chacun de ses enfants, l'histoire de Julius et ce qui peut lui arriver, mais aussi de montrer le désarroi des Juifs d'Europe à la libération. Le désarroi des gens qui se rendent compte que les pays dans lesquels ils vivaient
les pays dans lesquels ils les ont laissés partir quand ils n'ont pas encouragé activement les Allemands, que dans un pays comme la France, il y a eu des choses absolument épouvantables qui se sont produites, que la France a tourné le dos à ces juifs, que la France a retiré la nationalité française à des juifs qui avaient servi dans l'armée. Donc, donc, vous avez cet aspect, et on sait peut-être que 80 000 juifs de France ont quitté la France après la libération. Certains pour venir en Israël, certains pour partir en Amérique. Mais ce que vous voulez, ils avaient l'impression que, si vous voulez, ils ne pourraient plus jamais faire confiance à des gens qui… Et donc, mais ce deuxième livre ne s'étend pas comme le premier sur une vaste période, mais il se consacre pratiquement dans une année, l'année de l'arrivée de Julius à Genève, puis en… Et donc, où il s'agit, donc dans ce livre, d'abord de voir ce qui est arrivé par le passé à ces enfants et ce qu'ils deviennent, et ensuite de montrer qu'à 54 ans, notre séduisant Gilles n'est pas forcément destiné à finir sa vie tout seul. Et je le dis très clairement que… Il y a une très belle rencontre. Cela dit, dans le premier livre, il ne faut surtout pas masquer la carrière brillante en tant que médecin de Julius. Oui. D'accord ? Et maintenant, nous allons donc parler du deuxième livre. En fait, le deuxième livre tourne autour des retrouvailles, de la recherche de Julius qui veut absolument retrouver ses enfants. Parce qu'en fait, il y en a 3. Réellement, Magda et Julius ont eu 4 enfants. Georgie, décédée à 5 ans, André, Elisabeth et la petite Gabrielle. Gabrielle, que la mère place dans une institution religieuse catholique. Oui. En Hongrie, tout à fait. Alors, donc, mais il y a aussi une très belle rencontre de Julius à Genève, l'amour, le deuxième amour, en fait, qui arrive. Le hasard est le hasard le plus curieux, et le double hasard, parce qu'enfin, on peut dire que Julius, qui se trouve accepté de partir à Paris en compagnie d'une inconnue, qui lui a été recommandée, une veuve en situation irrégulière, et qui devait se contenter de la laisser à Paris et de leur continuer sa vie, en fait, les événements vont les prendre tous les deux de court, et une rencontre avec des soldats allemands, des déserteurs allemands qui cherchent à gagner la frontière, va changer leur vie. Et c'est extraordinaire. Et en fait, Julius ne va pas tout de suite comprendre ce qui se passe, mais petit à petit, il va découvrir que finalement, le sort qui s'est acharné sur lui si longtemps va peut-être enfin lui sourire. Et il y a aussi un couple qui est très attachant et que j'aimais beaucoup, et dans le premier livre, et que je suis aussi, c'est le couple de Théo et Zaza, qui sont installés en France. Ils ont fui la Roumanie à la suite, je ne dirais pas d'un pogrom, mais presque d'un mini-pogrom, et ils ont pris la nationalité française. Ils ont changé leur nom de Kahn en Castan. Et ce couple d'octogénaires, qui se trouve donc en France quand les Allemands arrivent, mais avec un nom français et des passeports français, finalement vont prendre la décision extraordinaire de faire de la résistance, parce qu'ils ont décidé qu'ils voulaient donner quelque chose à la France qui les avait accueillis si chaleureusement. Et justement, le livre aussi essaye de faire la balance entre les Français qui ont trahi les Juifs, qui les ont abandonnés, etc., et les Français courageux qui se sont battus, c'est-à-dire de montrer un tableau qui n'est pas aussi noir qu'il aurait pu l'être. Et Zaza et Théo qui dit à Julius, qui lui dit « Mais enfin, tu es fou, si les Allemands t'avaient pris », mais qui répond « Bon, vous savez, moi j'avais ma capsule de cyanure, s'ils m'avaient pris, ben, on se serait… » Pour montrer que… Alors, je ne sais pas, il y a cette… alors, on m'a reproché, alors là, j'ai appelé ça les chemins de l'espérance, on m'a reproché que finalement, le livre se termine sur une note optimiste. On m'a dit que c'était pas normal, que finalement, malgré tout ce qui avait pu arriver, que les drames, etc., finalement,
les enfants de Julius s'en sortent relativement bien, je n'en dirai pas plus. Et je vous dirais franchement que j'avais songé à une autre fin, et je n'ai pas pu. J'aurais pas aimé que vous puissiez projeter sur une autre fin. Parce que je dois vous dire que ça reste quand même un roman. Absolument, avec des amours, des trahisons, des personnages extraordinaires, et puis l'histoire qui est toujours là, Julius assistant au défilé du 11 novembre en 1944, le premier défilé qui commémore la victoire de la guerre de 14 et qui se rend compte que l'antisémitisme est toujours aussi virulent en France. Mais si vous voulez, c'est un roman et chacun des personnages, chacun des enfants de Julius a eu son histoire, a eu ses aventures, a eu les tragédies, les drames. Il y en a qui s'en sont sortis plus ou moins bien que les autres, mais si vous voulez, c'est finalement un livre qui veut chercher de l'espoir, peut-être pas en France. Julius, on peut le dire, hésite entre plusieurs pays, mais finalement, on a bien compris où est-ce qu'il va aller. Il ne peut aller que chez nous, il ne peut aller qu'en Palestine, comme on lui dit. Et là, Michel Mazel, il y a le petit clin d'œil de l'Égypte, car cette jeune femme, c'est très beau, c'est magnifique. Absolument. Alors, si vous permettez, pour vos détracteurs, la fin n'est pas si optimiste que ça, parce que les retrouvailles avec André, oui. Bon, oui. On ne va rien dévoiler, d'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est que d'abord, pour lui, quand on pense à aller s'installer en Palestine, c'est de se dire, on lui dit, mais tu sais, en Palestine, parce qu'il avait pensé à l'Amérique, il avait pensé à autre chose, on lui dit, tu sais, en Palestine, tu soigneras des gens, tu leur parleras hongrois, tu leur parleras roumain, tu leur parleras français, tu seras chez toi. En descendant de l'avion, tu seras chez toi. Alors qu'en Amérique, tu serais de nouveau. Et donc, il y a cette image du juif qui rentre chez lui. Et quant aux enfants, on se rend compte que finalement, pas tous ne vont rester aussi juifs qu'ils l'ont été, disons. Pas tous, mais quand même. Et ils ont quand même vécu, ils ont quand même survécu. Et malgré les tragédies qui vont laisser des traces, hein, c'est parce que ce qu'a vécu Elisabeth, ce qu'a vécu Gabriel, même ce qu'a vécu André. Voilà. Et ce sont des gens qui ont beaucoup souffert, qui ont échappé à la mort, les uns comme les autres. Gabrielle, vous vous souvenez qu'elle a été frappée, on lui a tiré dessus, elle a été entre la vie et la mort pendant 1 mois. André, qui a échappé de justesse aux Allemands qui venaient l'arrêter. Elisabeth, je n'en dirai pas plus. Et donc, si vous voulez, c'est montrer que la tragédie des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale ne s'est pas arrêtée aux déportations et aux camps. En fait, il y a peu de Juifs qui ont survécu à la guerre sans en garder les marques. Mais, encore une fois, c'est un roman foisonnant avec les profiteurs, avec les trafiquants, avec tout ce que vous pouvez imaginer, les gens un peu louches, et puis cette vie débordante en France à la Libération, avec les orchestres tziganes qui sont partout. Enfin, essayer de donner de remettre un peu de cette ambiance extraordinaire que j'ai un peu connue, pas beaucoup, parce que quand même je ne suis pas si vieille, mais dont j'ai beaucoup entendu parler. Et il me semble, alors on m'a dit, et la suite? Non, j'ai dit la suite non, parce que c'est finalement, je m'éloignerais trop, je devrais trop m'éparpiller. Et je pense que... Moi, je pense qu'il faut rester justement sur cette fin. Et vraiment, j'invite les auditeurs à lire dans la foulée les 2 livres. Parce que je ne peux que m'associer. Je vous les montre, ne bougez pas, ne bougez surtout pas. Ne bougez surtout pas, je ne vais pas loin. Je vous les montre. Voilà, le médecin des Carpates. Voilà, le médecin des Carpates. Tout à fait, c'est bien ce que je pensais faire. Voilà, et voici... Les chemins de l'espérance. Voilà, alors j'ajoute, quand même, parce qu'il faut toujours ajouter un petit peu, que le médecin des Carpates, alors c'est une histoire très amusante parce que j'avais eu... Le temps nous est imparti, Michel Mazel, on va être obligé de conclure. Parce que je voulais raconter que le médecin des Carpates est d'abord paru en anglais, puis en roumain, et seulement après en français. Mais ça sera pour une autre
une autre émission. Michel Mazel, je vous remercie. Ah, le plaisir était pour moi. J'adore parler de mon beau Julius, dont je suis un peu amoureuse. Vous n'êtes pas la seule, Michel, vous n'êtes pas la seule. Je crois qu'on est amoureuse de Julius Mathias. Je suis prête à partager. Moi, je vais l'appeler Yuli, comme Annie. Avec plaisir. Yuli. Je vous remercie et je vous dis à une très prochaine fois. Avec le plus grand plaisir et mes amitiés à toutes vos téléspectatrices. Merci. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.